Alors, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis tombé sur cette vidéo de Easy Training et qui donne un peu comment dire, son point de vue sur l'IA. Voilà, tu dis littéralement, enfin dans la vidéo, tu dis que l'IA c'est une arnaque. Et j'ai envie vraiment de te clasher littéralement avec cette vidéo. C'est des très bonnes guerres. J'ai vu qu'on était déjà en connexion sur LinkedIn, donc ça c'est bien. Je pense qu'on va probablement parler après ma vidéo. On va essayer de se contacter. Enfin, je vais te laisser un message. Mais en gros, ce que tu dis est absurde. Je pense que ce que tu dis est absurde. Et j'arrive pas à croire que tu arrives à dire des choses pareilles. Donc, du coup, moi, je vais te répondre. Bien sûr, je vais t'éclasher, c'est un distract littéralement, et je vais t'éteindre, littéralement, avec tout le respect que j'ai pour ce que tu fais. Alors, il y a un truc d'abord, déjà, avant de commencer la vidéo, c'est que je pense que comme tu es dans le domaine du consulting, je te tutoie, hein, bien sûr, quand même moi, comme tu es dans le domaine du consulting, en fait, le domaine du consulting, le domaine de la formation, voilà. Moi, je suis dans le domaine du consulting, tu es dans le domaine de la formation de base, si je ne me trompe pas. Donc, ça veut dire que tu as plutôt intérêt à ce que les gens se disent que l'IA ne va pas arrêter les métiers et qu'ils continuent d'acheter des formations. Je trouve ça un peu bizarre. Donc, je pense que ça justifie quand même le point que tu tiens. Et voilà, pour que les gens continuent d'acheter des formations. Moi, je suis dans le domaine du consulting, c'est pas très bon aussi également. Et je sais l'importance de l'expertise pour la création de valeur. Mais pour autant, je ne peux pas tenir les mêmes propos que tu tiens. Et on va essayer de suivre un peu la vidéo de Diran ensemble. Et enfin, je vais donner, c'est une réaction à chaud. Hein. Après, si ça va plus loin, je pourrais vraiment prendre le temps de faire une vidéo plus, comment je dirais ça, peut-être plus explicite avec des points vraiment très concrets. J'ai pas fait de préparation, donc je suis tombé sur la vidéo et il faut que je réponde à cette vidéo-là, comme ça, à chaud aussi également. Donc, on va mettre play. L'intelligence artificielle, dans son état actuel de fonctionnement, pose un gros problème pour les entreprises. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi moi je considère que c'est une arnaque. On commence fort. Pourquoi c'est une arnaque? Allons-y. Oui, le mot est lancé, mais je vous expliquerai pourquoi est-ce que j'utilise ce terme-là. En réalité, ça fait près de 4-5 ans que l'on entend parler de l'intelligence artificielle et approximativement 3 ans que c'est entré dans notre quotidien et nous l'utilisons régulièrement. La promesse à la base de l'intelligence artificielle, c'était de nous permettre... Alors, déjà, l'intelligence artificielle, on en parle depuis plus de 5 ans. Moi, j'ai pas entendu parler de l'intelligence artificielle en 2020. Enfin, on va dire le commun des mortels, je crois que je comprends ce qu'il veut dire à peu près. Mais jusqu'ici, il n'y a pas de faute, tout ce qu'il dit est vrai. de faire mieux. Et effectivement, individuellement, nous arrivons à produire beaucoup plus que par le passé. Mais mon problème, et ce que je vous remonte depuis la semaine dernière, où j'ai fait une vidéo notamment qui a fait un grand bruit, je me permets ici de préciser un certain nombre de choses. Je ne renie pas, je ne dédie pas, je ne nie pas la pertinence de l'intelligence artificielle dans un contexte pour améliorer notre productivité. Mais je vous demande toujours, en tant que tête, de vous mettre à la place du chef de l'entreprise. Et c'est pour ça, notamment, que lorsque je ferai des exemples de start-up et de boîtes du 440, je vous dirai que concrètement, je ne vois pas l'amélioration substantielle qui est promise. Wow, 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 wow. Si on prend les boîtes du 440, il y a pas mal de choses à dire, justement. Enfin, boîte du 440, il est en train de dire, en fait, toutes les boîtes aujourd'hui, du 440, il comprend pas la pertinence pour ces boîtes d'utiliser l'IA. En fait, il y a un gros problème. Je pense que je pense que c'est mieux que je laisse déjà qu'il explique son point et ensuite je vais répondre parce que là il y a un gros problème. Il y a tellement d'avantages, il y a tellement de bénéfices et il y a tellement, quand je parle même de gains, que ces boîtes-là sont déjà en train de faire lié au fait justement qu'elles intègrent de plus en plus les IA. Donc je comprends pas. Je comprends pas en fait ce démarrage. Pour moi c'est bizarre. Je comprends pas. Enfin, allons-y. Je vous dirai que concrètement, je ne vois pas l'amélioration substantielle qui est promise. L'amélioration substantielle qui est promise.
artificielle dans un grand outil pour que c'est entré dans notre quotidien et nous l'utilisons régulièrement. La promesse à la base de l'intelligence artificielle, c'était de nous permettre de faire mieux. Et effectivement, Pas vraiment. Pas vraiment. Je pense pas que c'était ça la promesse de l'IA à la base. La promesse de l'IA à la base, le fait, je sais pas si on va dire une promesse de l'IA, mais l'idée a toujours été qu'on aille vers une industrie 4.0. Je ne sais pas si tu as suivi le sommet de Davos. L'idée de l'industrie 4.0, c'est que les machines puissent communiquer entre elles. En fait, l'idée, c'est que demain, l'homme soit littéralement augmenté, voire l'homme soit remplacé par les machines. C'est pas juste une question de mythe. C'est vraiment un plan qu'on est en train de suivre. C'est vraiment quelque chose qui est en train de se dérouler. C'est pas juste augmenter quelques process, etc. Non, c'est vraiment aller vers un monde des machines. C'est ça l'idée, en fait. C'est ça l'idée de l'industrie 4.0. Donc, je comprends pas la promesse, je sais pas, cette promesse, elle est un peu décorrélée. Effectivement, dans les usages primaires, il y a le fait que l'IA nous permet d'aller plus rapidement, mais c'est limiter vraiment l'idée de l'IA, parce que l'IA, l'intelligence artificielle, c'est vraiment d'avoir une intelligence artificielle autonome, totalement comparable à celle de l'homme, voire dépasser celle de l'homme, parce qu'aujourd'hui, effectivement, il faut le dire, l'IA en matière de calcul et de processing, l'IA aujourd'hui dépasse l'intelligence humaine sur plein de points possibles. Et là, tu peux débattre comme tu veux, mais c'est des faits. Il y a des jeux sur lesquels l'IA a battu l'homme aller-retour. En termes d'informations à emmagasiner et en vitesse de calcul, l'IA bat l'homme aller et retour. Donc, c'est pas un point sur lequel il faut même réfléchir. Donc, c'est pas juste améliorer. Je trouve ça très, je sais pas, c'est parce que tu veux défendre ton point, mais je trouve que tu n'es pas assez, réaliste. Je sais pas si je vais dire il à chaque fois au-dessus, mais voilà. Il n'est pas assez réaliste. Je trouve qu'il n'est pas assez réaliste. et individuellement, nous arrivons à produire beaucoup plus que par le passé. Mais mon problème, et ce que je vous remonte depuis la semaine dernière, où j'ai fait une vidéo notamment qui a fait un grand bruit, je me permets ici de préciser un certain nombre de choses. Je ne renie pas, je ne dédie pas, je ne nie pas la pertinence de l'intelligence artificielle dans un contexte pour améliorer notre productivité. Mais je vous demande toujours, en tant que tête, de vous mettre à la place du chef d'entreprise. Et c'est pour ça, notamment, que lorsque je ferai des exemples de start-up et de boîtes du 440, je vous dirai que concrètement, je ne vois pas l'amélioration substantielle qui est promise. Les développeurs, Wow. Ah, ça, c'est un point qui fait mal. Sauf s'il n'a pas les ressources, enfin, il n'a pas les informations, dire que tu ne vois pas l'amélioration substantielle qui est promise, enfin, déjà, tu te contredis toi-même, parce qu'en fait, dans le point précédent, tu dis ne pas être contre le fait que l'IA, si on reste même sur le point fondamental du fait que l'IA va venir optimiser ou accélérer la production, la délivrabilité, bref, peu importe ce que tu veux, tu peux pas dire quelques secondes après que, justement, dans ces boîtes de 440 et tout ça, tu ne vois pas l'amélioration. Parce que c'est déjà un fait que ces boîtes-là, aujourd'hui, dans l'utilisation standard ou bien même de base, où un développeur va utiliser l'IA, va déjà beaucoup plus vite et ça répond déjà justement à ce que toi tu viens de dire il y a quelques secondes précédemment, en disant que la promesse était d'accélérer de la croissance, etc. Et c'est ce qui est en train de se passer. Donc je comprends pas trop. Et là, je veux même pas aller très loin parce que là, tu te résumes au 440, mais si tu prends le 440, tu prends toutes les boîtes, tu prends même les boîtes américaines, tu prends même les petites startups aujourd'hui. Enfin, il y a plein de changements. Je pense que ça fait même pas quelques jours. Il y a par exemple Jack Dorsey qui n'est même pas en train, qui a viré 4000 employés grâce à l'IA. Enfin, aujourd'hui, les machines peuvent te permettre de licencier des gens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu peux utiliser des machines et remplacer les personnes, littéralement. Donc, et pour ces boîtes-là, tu peux pas me dire que tu ne vois pas une amélioration. C'est quoi le terme qui va? nous avons des exemples de start-up et de boîtes du 440. Je vous dirai que concrètement, je ne vois pas l'amélioration substantielle qui est promise. Ouais. Non, mais là, il y a un problème. Je vais laisser dérouler pour qu'on écoute un peu les arguments.
Les développeurs nous annoncent qu'ils ont amélioré leur productivité de 40%. Mais quand on est au niveau du chiffre d'affaires de l'entreprise, j'ai monté une entreprise. Et ensuite une deuxième. Et les équipes utilisent l'intelligence artificielle au quotidien. Mais quel a été l'impact pendant ces 2 ans de l'utilisation de l'intelligence artificielle sur mon chiffre d'affaires? En réalité, moi, en tant que chef d'entreprise, je ne vois pas cette portée-là. Il faut prendre la hauteur sur ce que tu dis parce que le fait que tu aies lancé une entreprise ou 2 ou 3 ou 5 entreprises, on s'en fout un petit peu si tu n'arrives pas à justement toi utiliser l'IA pour faire plus. C'est-à-dire que effectivement, on va rester dans le cadre on peut aussi sortir un peu parce que là tu parles de ton entreprise, donc on n'est plus obligé de rester seulement sur le métier de développeur. Avant d'évoluer sur cette partie quand même, il y a un truc que j'aimerais dire, c'est que le fait que tu aies créé 1 ou 2 ou 3 entreprises, parfois même le fait qu'on soit dans la tech ne veut pas dire qu'on sait utiliser l'IA. C'est le problème que je décris aujourd'hui. Et même moi, je suis en retard. Je dis ça vraiment pour tout le monde. Et c'est pour ça que je suis en train de faire ce react. Parce qu'en fait, les gens qui vont te suivre, moi, c'est problématique parce qu'en fait, il y a beaucoup d'Africains qui vont te suivre. Et les Africains qui vont suivre ce genre de vidéo vont se dire non, mais en fait, l'IA, c'est de la merde parce qu'il y a quand même 467 personnes qui ont suivi la vidéo. Mais en fait, il y a un problème parce qu'en fait, ces personnes devraient comprendre que l'IA va les remplacer en fait. C'est-à-dire qu'ils doivent se mettre rapidement dans la compréhension, la connaissance, l'étude de cette technologie-là pour pouvoir en faire bon usage. Et ne pas se faire remplacer, en tout cas pour l'instant, pour les quelques années encore qu'on doit tenir avec l'IA. Mais en gros, ce que je veux dire sur cette partie, pour revenir sur cette partie, c'est de dire que tu peux lancer autant d'entreprises que tu veux. Si tu n'as pas la connaissance, si tu n'as pas les bons outils, si tu n'utilises pas ce qu'il faut pour pouvoir propulser ton business grâce à l'IA, tu ne peux pas faire de ça une vérité générale. Il y a plein de gens qui utilisent l'IA et que ça a doublé, voire multiplié fois 10 leur business. Et je peux te prendre des exemples des gens que je connais personnellement et d'autres personnes en ligne que je suis avec des clubs de business que je suis aussi également, comment les gens utilisent l'IA. Ça veut dire que comme l'exemple que tu as pris, c'est un exemple autour du business, ça veut dire que là, tu te résumes pas seulement aux développeurs. Donc, prends vraiment de façon globale. Je pourrais revenir sur les développeurs, mais si tu prends de façon globale au niveau du business, tu as d'autres métiers. Tu as la prospection, tu as le closing, tu as la signature de contrat, bref, tout ce qui est sales. Tu peux avoir du marketing, tu peux avoir plein d'autres choses autour de ton business qui aujourd'hui ont des outils IA que tu peux intégrer à ton business pour voir décupler en fait par exemple ton chiffre d'affaires. Je vais prendre par exemple la prospection. C'est un exemple bête pour que tout le monde puisse comprendre rapidement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui avec l'IA tu peux mieux prospecter par exemple. Donc je sais pas ce que tu as implémenté dans tes business, mais avec l'IA aujourd'hui tu peux faire plus de chiffre d'affaires comme tu es en train de le dire. Donc en fait ce que tu dis pour moi est problématique. C'est-à-dire, même au niveau, en fait, du SAV, du suivi qualité, peut-être les gens qui prennent des formations chez toi, après, comment est-ce qu'ils ont le suivi, etc. Aujourd'hui, tu peux utiliser des IA, en fait. Au lieu d'avoir des personnes, etc., tu peux remplacer une personne, ou bien une personne qui ne faisait, déjà, je me calme, une personne qui fait le travail, par exemple, du suivi de tes clients dans les formations, de dire, OK, est-ce que tu as bien fait la formation, le service après-vente, on va pas revenir là-dessus. Donc, une personne qui est chargée de ça et qui, par exemple, faisait ça pour peut-être 200 de tes clients, en fait, la personne, à un moment donné, va le faire mal et ne va pas implémenter tout ce qu'il faut à un moment donné. Donc, si tu utilises une IA ou bien si tu utilises des IA et que tu automatises le truc bien proprement, en fait, tu peux avoir vraiment une IA qui va bien s'occuper ou bien plusieurs agents, parce qu'aujourd'hui, je vais parler de tout ce qui est agentless. Tu peux avoir plusieurs agents, en fait, qui vont s'occuper de ça, en fait. Et littéralement, tu vas remplacer des personnes et l'IA va te faire gonfler ton chiffre d'affaires. Parce qu'en fait, si tu fais un bon SAV, dans le business, tu sais que tu peux faire, par exemple, des upsells derrière, tu peux revendre d'autres formations à ces personnes parce que les personnes sont satisfaites. Donc, en fait, résumer ce truc à juste au développeur, tu ne vois pas ce que le développeur fait. Et une fois de plus, je reviens sur le développeur. C'est bizarre quand même ton exemple parce que il faut déjà pouvoir dissocier le CA de la marge nette de ton entreprise. Si, par exemple, avant,
oui, tu dis que 40% les développeurs ont une productivité qui a augmenté de 40%. Ça veut dire qu'en gros, si avant tu avais besoin de, je sais pas moi, 10 développeurs qui te faisaient une application, aujourd'hui tu as peut-être besoin de seulement 4 développeurs qui vont te faire la même application en 2 fois moins de temps. Et ça veut dire en gros que même si tu restes sur le même CA, littéralement, tu as une marge qui augmente pour toi. En fait, ça veut dire que tu as développé le même truc avec le même, tu n'as pas changé de facture, c'est la même facture, tu as développé la même chose, mais avec moins de charges, en fait. Et du coup, c'est du profit qui rentre dans ta poche. C'est pas juste de se bloquer sur le CA. C'est-à-dire que aujourd'hui, et c'est justement ça le point des entreprises aujourd'hui, c'est de dire que quelqu'un comme Jack Dorsey, qui a 10 000 employés dans sa nouvelle boîte aujourd'hui, qui a licencié 4 000 personnes, il te le dit clairement, il n'a pas fait parce qu'il était en chute. Jack Dorsey le dit clairement. Il dit tout se passe bien, avec nos 10 000 employés, tout se passait bien, on faisait du bon chiffre, etc., etc. Mais on a décidé quand même de mettre 4 000 personnes de côté parce que, en fait, en termes de profit ou de marge nette de l'entreprise, on gagne plus, nous, en retirant ces personnes-là et on continue à produire 2-3 fois plus. Donc, en fait, l'argument que tu as ici, je sais pas comment je pourrais expliquer ça, mais peut-être il faudra vraiment une vraie vidéo. Mais là, je réagis vraiment à chaud. C'est pour ça que j'ai beaucoup d'émotions parce que j'arrive pas à comprendre ton point. Donc, on va continuer la vidéo. Donc, je dis toujours, il faut différencier l'impact individuel qui nous apporte effectivement de la valeur et l'impact pour une entreprise, pour une entité, pour une raison morale. Alors, je vais encore prendre un autre exemple. On dit qu'on est capable de produire beaucoup plus rapidement du code. Mais vous savez, ce qui a été fait par Claude dernièrement, c'est de sortir désormais un scanner. Un scanner qui est censé corriger éventuellement les failles de sécurité induites par l'intelligence artificielle elle-même. Est-ce qu'on voit un peu dans quel piège on se retrouve? C'est-à-dire que on nous a monté un outil qui est censé de produire beaucoup plus de valeur et l'impact pour eux n'aura pas cette portée-là. Donc, je dis toujours, il faut différencier l'impact individuel qui nous apporte effectivement de la valeur et l'impact pour une entreprise, pour une entité, pour une raison morale. Alors, je vais encore prendre un autre exemple. On dit qu'on est capable de produire beaucoup plus rapidement du code. Mais vous savez, ce qui a été fait par Claude dernièrement, c'est de sortir désormais un scanner. Un scanner qui est censé corriger éventuellement les failles de sécurité induites par l'intelligence artificielle elle-même. Est-ce qu'on voit un peu dans quel piège on se retrouve? C'est pas un piège, c'est une évole. On évolue, c'est ça l'objectif. Si tu as compris, ce que je disais tout à l'heure dans le sens où l'industrie 4.0, c'est le fait que les machines puissent communiquer entre elles. C'est ça. On est dans un monde où la machine réfléchit. C'est-à-dire que là, par exemple, je prends le cas d'OpenClaw. Voilà, je l'ai installé, j'ai acheté le Mac Mini, j'ai fait tout le truc. Je suis dans un monde où on passe, par exemple, on passe du chatbot au agentless, etc. Ça veut dire que tu passes d'un monde où tu promptais littéralement, tu disais, je vais reprendre même de base. Quand tu étais développeur avant, qu'est-ce que tu faisais? Tu écrivais une fonction, tu décrivais à la machine comment est-ce que tu veux qu'il puisse faire une exécution. Comment est-ce qu'il doit se comporter? Donc, tu lui donnes la fonction et ensuite, après, tu lui donnes en fait des exemples et il doit juste exécuter la fonction. Ensuite, on est entré dans les IA avec le premier mot de chatbot où littéralement il y a un peu déjà de l'intelligence où tu vas lui dire quelque chose et il va essayer de réfléchir par rapport à ce que tu as dit pour ramener une réponse. Donc là, forcément, tu ne lui donnes pas la fonction de base, tu lui poses une question et en fonction de ce qu'il a déjà appris, etc., il va te répondre. Et là, on entre dans un troisième mode qui est le mode agentique, qui est un monde où littéralement l'IA est censé, les IA, ça dépend de ce qu'on appelle IA aujourd'hui, mais en fait, les IA vont, entre autres, être automatiques, c'est-à-dire qu'elles n'attendent plus forcément que tu donnes toute la ligne à suivre. Tu vas dire à l'IA, par exemple, écoute, j'ai cette image-là, ou bien j'ai ce screenshot de YouTube, je vais faire par exemple un clone de YouTube. Je fais un screenshot, je donne à mon IA, je lui dis, je ne veux pas que tu fasses juste le front-end, je veux que tu fasses le front-end, le back-end, tout, tu déploies. Je l'envoie par exemple à OpenClaw, et je lui dis, ok, tu déploies ça par exemple, je sais pas moi, même sur Digital Ocean, etc. Lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va réfléchir, il va figure out,
il va se mettre en mode architecte, il va se dire, ok, pour faire un clone de YouTube, j'ai besoin de telle technologie, je vais aller prendre, il télécharge des paquets, il commence à travailler, il corrige. Bah, justement, il a besoin des outils, comme tu dis, parce que une fois qu'il a fait le truc, il faut qu'il s'auto-corrige. Et là, il commence à créer plusieurs agences, ça devient comme des employés, en fait, qui vont travailler, entre eux. Donc, il peut se dire, techniquement, comme un architecte, il va se dire, ok, j'ai besoin d'un développeur front-end pour le truc, j'ai besoin d'un back-end, donc je crée un autre agent, j'ai besoin d'un testeur, j'ai besoin de quelqu'un qui va vérifier, comme tu disais, par exemple, je sais pas ce que tu disais, mais j'ai besoin, par exemple, de quoi? D'un QA, j'ai besoin d'un DevOps pour le déploiement, j'ai besoin... Et là, il crée chaque truc. Et chacun, quand il travaille, c'est comme un flux normal, en fait, des développeurs, où le développeur va envoyer le truc, voilà, il va avoir du CI/CD, etc. Et les mecs, en fait, tous les agents, je dis les mecs, mais les robots, entre eux, ils se soumettent le travail, ils se vérifient, etc., jusqu'à ce qu'on obtienne le résultat que j'ai donné. Et quand il a terminé, il me dit, bah, écoute, j'ai terminé le truc, j'ai fait tous les tests, etc. En fait, c'est ça l'évolution. C'est ça l'évolution. C'est pas un problème, c'est pas un piège. Ce n'est pas un piège, en fait. On est en train d'évoluer vers ça. Et ça, il faut le comprendre. Il faut être ouvert, en fait, à accepter ça. Je sais que l'IA dérange beaucoup de personnes, mais en fait, aujourd'hui, moi, particulièrement, j'ai fait 1 an sans vouloir accepter ces choses-là, parce que j'étais un peu dans la même position, mais depuis que j'ai compris que, en fait, je dois me mettre dans le pas, j'ai envie de tirer tout le monde avec moi, quoi. C'est parce que je suis passé par cette période où je me disais, non, mais c'est un piège. Mais en fait, il faut l'accepter, ça va beaucoup plus vite que tout ce qu'on pense. Ce n'est pas un piège, en fait. Ça évolue. Aujourd'hui, il y a eu de la génération. Après, demain, il y a, voilà, de la vérification, etc. Moi, je trouve ça très cool. Alors, il y a, par exemple, un outil qui s'appelle Sonar, dans la dernière version de Sonar, je crois la version payante, ils ont une fonctionnalité qui permet, par exemple, de faire à peu près ce que tu es en train de dire, c'est-à-dire d'analyser le code et en plus même de dire combien de pourcentage de ton code est généré par des IA, enfin pas des modèles génératifs. Donc, et ce que Sonar fait justement avec ces fonctionnalités-là, ce qui est très très intéressant, du coup, moi je trouve, c'est que avec les rapports et les comptes qu'ils ont fait, ils disent qu'en fait tous les projets à peu près qui sont analysés aujourd'hui, tu vois qu'en fait, la plupart, le code aujourd'hui, voire 90% est généré par des IA. Donc, et ce code-là, justement, il faudrait qu'il y ait des outils comme ça qui viennent ensuite derrière pour vérifier, etc. Donc, on peut plus dire à un développeur de taper du code. Donc, c'est logique que si un développeur se sert de l'IA, il faudrait que demain, il y ait des outils qui permettent aussi de venir corriger. Pour moi, c'est pas un piège, en fait. Je comprends pas le point. Je comprends pas le point. Pour moi, ça permet encore d'aller plus vite. C'est de se dire, ok, avant, j'avais même besoin de générer par l'IA. Ensuite, je devais faire une review de mon code parce que je n'ai pas trop confiance à l'IA, entre guillemets. Mais avec des outils encore comme ça, je me dis, putain, ça me donne encore plus de productivité. Je vais encore remplacer 2 ou 3 développeurs dans l'équipe. Donc, voilà. C'est-à-dire que, on nous a inventé un outil qui est censé nous permettre de faire mieux, et qui nous permet individuellement de faire mieux, mais collectivement, on a l'impression que la portée n'est pas aussi pertinente. Je connais énormément de... Comment ça, la portée n'est pas pertinente? Parce que tu as essayé d'implémenter l'intelligence artificielle, mais dans son état actuel, on se rend compte qu'il y a beaucoup trop de suspicions. Ça fait longtemps que j'entends parler des voitures autonomes. Il y a beaucoup trop de suspicions. Bon, déjà, une boîte qui n'est pas prête, implémenter l'intelligence artificielle, c'est très vague. Ça veut dire quoi, implémenter l'intelligence artificielle? Ça veut rien dire, hein. Enfin, implémenter l'intelligence artificielle, ça veut dire quoi? Télécharger un modèle open source, qu'est-ce qu'on essaie de faire? Installer Copilot sur VS Code pour les développeurs, c'est quoi, implémenter l'intelligence artificielle? Je trouve ça très vague. Et aussi, les voitures électriques. Bien. On a inventé les numériques et on a dit que c'était la... Bah, ça, c'est bien ça. Ça, c'est quelque chose que moi j'ai fait. Et les gens qui sont sur la chaîne savent que j'ai beaucoup travaillé sur les modèles computationnels liés à l'image par ordinateur. Donc, tout ce qui est vision par ordinateur. Pendant plusieurs années, je travaille beaucoup dessus. Et que je me suis formé par Baidu. Voilà, mes abonnés, ils savent.
donc sur les Jetson Nano et comment en fait utiliser des IA pour faire de la conduite autonome. Donc c'est un sujet que je maîtrise bien. Donc j'espère que tu vas pas faire d'erreur là-dessus. Révolution. Ok. Combien de voitures autonomes on va voir rouler? Je ne remets pas en cause la technologie, mais je remets derrière sa valeur ajoutée. Ça c'est un bon point. Combien de voitures autonomes on voit rouler? Dans le monde des voitures autonomes, tu as 5 niveaux littéralement. Tu as le niveau 1 et 2 qui est l'assistance. Ok, c'est l'assistance vraiment où ça va être tout ce qui est régulateur des vitesses adaptatives, ça va être maintien dans la voie, c'est-à-dire que tu as un PAF. Tu vas faire, en fait, l'IA à travers la vision par ordinateur va dessiner des lane lines. Aujourd'hui, à peu près toutes les voitures, les SUV ont ça, donc même pour garer. Et ça aide les gens, en fait. Je comprends pas. C'est de l'IA, en fait. Ça aide les gens. C'est de l'IA appliquée à la vision par ordinateur. C'est toujours de l'IA, en fait. Parce que pour faire ça, c'est des CNN et des Deep Neural Network qui ont permis en fait d'avoir ce que tu peux voir dans des voitures aujourd'hui. Ça aide en fait. Donc déjà ça c'est même déjà pour basculer pour dire ça c'est des implémentations réelles. Ça aide véritablement. C'est le niveau 1 et 2. Donc tout ce qui est freinage d'urgence etc. Et il y a des statistiques là-dessus. Je sais pas si on peut retrouver combien de morts en fait l'IA a déjà eu combien d'accidents l'IA a putain, je sais même pas quelle phrase je vais utiliser. Combien d'accidents l'IA a empêché. C'est-à-dire que par le freinage, tout simplement, et toutes les voitures, par exemple, c'est le niveau 1 et 2, c'est la base, en fait. Toutes les Tesla, toutes les voitures, littéralement, entre guillemets, électriques, même déjà, l'ont aujourd'hui. Au plus des bénéfices plus importants, avec 84% de réduction des événements graves et 98% de réduction de l'utilisation d'appareils mobiles sur 30 mois. Alors, justement, les statistiques, j'arrive pas à la trouver. Voilà, ça s'appelait le Tesla, c'est Tesla Safety Report. Voilà. Le Tesla Safety Report, en fait, c'est un truc que vous pouvez aller vraiment consulter. Ça te montre, ils ont plein de vidéos, plein de trucs, en fait, qui montrent les accidents évités grâce à l'IA. C'est-à-dire que, Diran, en fait, moi, je comprends pas ton point. C'est-à-dire, voilà, par exemple, ça. Par exemple, ça. Et ça, tu as des milliers d'incidents comme ça tous les jours qui sont évités grâce à l'IA, en fait. Donc ça, c'est une application réelle de la vie que les gens utilisent. Donc, et là, on n'est que sur le niveau 1 et 2 de la conduite autonome. Je ne pars même pas plus loin que ça. Je ne vais même pas plus loin que ça. Après le niveau 1 et 2, tu as le niveau 3 qui est l'autonomie partielle. Donc là, en fait, la voiture commence à peu près, si tu lâches le volant, la voiture peut rouler tranquillement, etc. Donc tu as vraiment la conduite partielle. Et là, le problème, en fait, avec ce que tu es en train de dire, c'est pas que il n'y a pas les voitures qui roulent seules. C'est pas ça le truc. Les marques comme Tesla, je ne sais pas si vous voyez les évolutions en Chine, il y a déjà des voitures qui roulent seules. On n'est plus à ce niveau-là. Tu as des marques comme Baidu en Chine qui livrent des millions de livraisons. Je dis des millions de livraisons chaque mois, voire même peut-être par semaine, dans des villes comme Shenzhen, etc. Donc en fait, c'est des trucs vrais. Et, et toutes ces voitures-là le font grâce à l'IA. Le seul problème aujourd'hui, qu'on n'ait pas des voitures autonomes, et je mets vraiment la Chine de côté parce que eux ils le font très très bien. Donc il y a même des robots taxis, etc. Des marques comme Baidu, c'est une vraie marque qu'il faut suivre. Ils font des robots taxis qui te conduisent seuls. Baidu taxi. Donc tu vois, tu commandes ton taxi, tu rentres, il y a personne. Je crois que, est-ce que Baidu fait ça? Est-ce que je confonds Baidu et une autre marque chinoise là? Parce qu'il y a une autre marque chinoise, tu commandes le taxi, tu rentres, il n'y a rien. C'est comme Waymo aux États-Unis aussi, qui fait ça. Il y a aussi Waymo. Voilà, je crois que c'est Waymo. Je voulais parler plutôt de Waymo. Donc, qui te prend en fait d'un point A à un point B. En fait, le problème aujourd'hui, ce n'est pas que les voitures n'arrivent pas à conduire. Et d'ailleurs, Elon Musk l'a dit même récemment, je crois il y a un mois, il a dit il va mettre son énergie ailleurs sur l'IA et les robots parce qu'aujourd'hui, en fait, il a déjà résolu les problèmes des voitures autonomes. Donc, il n'est plus dans ça. Le problème des voitures, c'est démodé, en fait. Les voitures autonomes, c'est démodé. Le seul problème qui fait qu'on n'ait pas des voitures autonomes qui se conduisent tout seuls n'importe comment, c'est juste une question de loi, en fait.
C'est plus une question de technicité ou bien de l'IA ou quoi que ce soit. Donc aujourd'hui, il a remporté le combat de dire, avec la vision par ordinateur et l'IA, on peut faire plus que avoir un lidar. Donc aujourd'hui, en fait, ce truc-là est résolu. Donc c'est juste une question juridique de passer au niveau 4 et au niveau 5. Et donc, il y a des pays qui vont préférer rester dans le niveau 1, 2, la plupart des pays. Le niveau 3, il y a un peu de la bascule juridique, mais le niveau 3, 4, 5, c'est un peu des niveaux qui sont compliqués, parce que le niveau 4, c'est la haute autonomie. Le niveau 5, c'est vraiment l'autonomie totale, comme on peut voir en Chine aujourd'hui et en Corée. Enfin, il y a des pays qui sont développés, et je pense que même aux US, Waymo avait commencé comme ça dans l'état comment ça s'appelle là? Waymo avait commencé ça dans la Silicon Valley, voilà. La Silicon Valley où il y a plein d'innovations aujourd'hui, etc. C'est juste une question de loi, c'est même plus une question d'IA, où on a fait des promesses. Parce que moi, à l'époque, quand je faisais ces certifications, je pense que ça devait être même 2016. C'était tellement poussé, je me disais, mais pourquoi ça ne roule pas, en fait? C'était tellement poussé. Il y avait des modèles, il y avait des trucs et tout, et tout, et tout. Donc, je pense que c'est juste une question de loi ça dépend du pays, en fait. Ça dépend du pays. Mais sinon, ce truc-là est déjà même dépassé. Ce truc-là est littéralement déjà dépassé. Et très tôt, dès qu'il y a une technologie qui commence à apporter de la valeur individuellement, Wall Street et les marchés s'emballent et désormais le cours des entreprises traditionnelles descendent et les pépites, les nouvelles entreprises qui vont utiliser cette technologie-là vont monter. Mais moi, je considère sincèrement que c'est une bulle. On parle des entreprises. Euh, il y a beaucoup de personnes qui parlent de bulle IA. J'y croyais jusqu'à très récemment, où en mettant vraiment la main dans le truc, je me suis rendu compte que il ne s'agit pas d'une bulle. Enfin, oui, tout le monde en parle parce que quand tout le monde se met sur un truc, tout le monde parle du même truc, etc. Et c'est vrai que il y a des gens qui jouent avec ça. Ben, c'est le principe en fait, c'est le principe des marchés. C'est-à-dire que voilà, les gens vont hyper une boîte, les gens vont plus investir sur une boîte, ça va monter, ça va descendre, etc., etc. Ben, c'est le principe. Mais ça n'enlève rien à ce que la technologie est en train de faire aussi derrière. C'est-à-dire que de la même façon sur YouTube, en fait, tu as des gens, dès qu'on va venir dire N8N, quand N8N venait de sortir, automatisation, quand quelqu'un va sortir, Claude a fait ceci, même quelqu'un qui n'a jamais testé va venir parler de ça, tout le monde parle de ça, en fait, chacun essaye d'avoir des vues, etc. Donc ça donne l'impression qu'il y a une bulle. Mais derrière ce truc qu'on appelle bulle, il y a vraiment une évolution qui est en train de se faire. Il y a une évolution. Et pourquoi je ne crois plus trop que c'est une bulle? Parce que moi, j'ai écouté le sommet de Davos, j'ai écouté tous les leaders de ce monde sur la question, j'ai vu les progrès en matière de hardware robot et je suis arrivé à la conclusion effectivement que le software est dead et que les IA, c'est vraiment le futur. Les machines, c'est le futur. Je dis le futur, c'est déjà le cas en fait. C'est-à-dire que, je sais pas si vous avez vu, c'est un peu décorrélé, mais on parle quand même, je vais vous montrer, euh, j'ai fait un, j'ai fait un React, je crois il y a quelques jours seulement sur l'entreprise ici, China Robot. Comment il s'appelle encore? J'ai oublié le nom. Euh, c'est quand même une grosse Unitree. Voilà, vous avez Unitree, cette entreprise ici, Unitree. Je vais montrer euh, Unitree, la présentation du truc. Comment ça s'appelle? Les robots de Unitree pendant là, il y a 7 jours. Je crois qu'ils ont. En fait, vous voyez tous ces robots, ils arrivent à comprendre l'environnement autour d'eux, arrivent à exécuter des mouvements, etc. Il y a le côté hardware, mais ce qui fait tourner tout ça, c'est des modèles d'apprentissage beaucoup plus basés sur du reinforcement learning. Et c'est toujours de l'IA. Et vous voyez ce que les gars arrivent à faire, c'est quand même fou. Alors, effectivement, ce cas-ci, on peut dire que oui, il n'y a pas encore d'application réelle parce que c'est des robots mécaniques, etc. Mais vois ce qu'ils sont en train de faire là
pour moi, c'était de la science-fiction. Pour moi, c'était minimum 2070. Et là, on est en 2026. Je ne sais pas si les gens imaginent la fluidité et le fait que des robots comme ça arrivent déjà à bouger comme ça, à faire tous ces mouvements. C'est réel, hein, c'est pas une IA. Hein. C'est réel ce qu'on est en train de voir là. Donc, dire, je sais pas comment dire ça. Euh, dire que c'est une bulle, je suis désolé, mais il y a une réalité qu'il faut accepter, qui est la réalité en fait. Tout le monde parle de ça, ouais, ça peut donner l'impression qu'il y a une bulle, mais les choses, je peux vous garantir que les choses sont en train d'évoluer vraiment, vraiment dans ce sens-là, et que on va se faire remplacer. Alors effectivement, quand je dis ça, ça fait peur. Ça fait partie aussi des trucs que j'avais dit que j'allais faire une vidéo pour expliquer. Parce que moi, étant aussi dans la tech, dire qu'on va se faire remplacer, c'est effrayant même pour moi. Donc, comment est-ce qu'on survit à ça, c'est une autre question que je suis en train de travailler aussi aujourd'hui là-dessus pour ne pas me faire remplacer aussi par les IA. Donc, mais en gros, ça, c'est des IA en fait. Ces trucs-là tournent avec des IA qui continuent d'apprendre et qui continuent d'apprendre. C'est-à-dire que ce modèle-là, tu le retires de ce robot, enfin, tu le plugues dans 1000 robots, ils font la même chose. Donc, on peut pas dire que c'est une bulle. Je suis désolé, on peut pas dire que c'est une bulle. Euh, 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 là, actuellement, tu prends 6Z qui sont en train de développer en fait un protocole qui va permettre aux agents, c'est-à-dire aux IA, de pouvoir acheter des cryptos. C'est-à-dire que si tu automatises aujourd'hui que les IA communiquent entre elles, elles ont aussi besoin de leur monnaie pour discuter entre elles. Et là, en fait, c'est des trucs qui sont en train d'être implémentés. C'est pas juste une question de bulle. Certes, il y a un jeu économique derrière, et voilà. Wall Street, etc., les grosses boîtes, effectivement, tu as des boîtes qui licencient, tu as des boîtes qui continuent de monter, tu as des boîtes comme Cursor aussi. Également, on parle d'IA, effectivement. Tu as des boîtes, si on veut prendre des exemples, tu as des boîtes comme Cursor qui a fait une stat incroyable. C'est la seule boîte en moins de 20, c'est quoi, 12 mois, je pense même 12 mois, en moins de 12 mois qui a fait, qui est passé à combien de milliards? Attendez, je vais regarder. Je vais regarder, je sais pas si j'ai l'autre ici. Alors, est-ce que j'ai Claude ici? Donc, on va regarder ça sur Gemini. En fait, si tu veux même prendre des exemples de boîtes, comme tu disais, en fait, les boîtes du 440, est-ce qu'il y a eu de la pertinence par rapport à l'IA? Bah, il y a des boîtes qui sont en train de lever des milliards et des milliards, tout simplement parce qu'elles ont décidé, en fait, de se focus sur l'IA. Pour moi, c'est toujours un penchant. Pour moi, c'est toujours quelque chose de bien. C'est-à-dire que même les boîtes qui sont pas fondamentalement dans le développement IA, peuvent aujourd'hui, voilà, créer plus de valeur ajoutée, aller lever plus parce qu'elles intègrent peut-être des trucs IA appliqués à leur métier. C'est-à-dire que si aujourd'hui, peu importe dans le domaine où tu es, en fait, l'idée c'est de remplacer dans tous les secteurs, dans tous les domaines, d'avoir des IA, des modèles, bref, qui vont venir faciliter en fait ce que tu es en train de faire, qui vont venir justement apporter cette performance-là, voire remplacer tout ce qui est friction. Voilà. Donc, il y a Cursor, je crois qu'ils ont fait un move de fou. Cursor, Valo, milliard, en moins de un an. Je crois que c'est Cursor, ouais, je crois que ça doit être Cursor. On va se renseigner. L'ascension de Cursor, voilà. Août 2024, 400 millions de dollars. Janvier 2025, 2,5 milliards de dollars. Donc là, on parle littéralement de moins de un an. C'est incroyable. Moins de un an. À la base, en fait, le mec, il a forqué, en fait, VS Code et il voulait développer un éditeur. Et il s'est dit, putain, avec ce que l'IA est en train de faire, je ferais mieux de comprendre l'IA et de l'intégrer et de faire de mon truc le best éditeur IA, quoi, avec IA. Donc, qui intègre les agents et tout ce que tu veux. Donc, et le mec, il a fait ça. C'est la seule boîte qui a eu une évolution pareille à moins de un an, je pense. Croissance revenu ARR, qui soit devenue l'une des entreprises SaaS Software as Service les plus rapides au monde à atteindre 1 milliard de dollars de revenus récurrents annuels. Là, on ne parle même pas de Valo. Là, c'est vraiment l'ARR, quoi.
franchissant cette étape fin 2025. À ce titre, comparaison, il a fallu des années à des géants comme Salesforce ou Slack pour atteindre ce palier. Là, on parle donc des boîtes, des gens qui sont dans le nouveau mindset justement de l'IA. Donc, tu peux pas dire en fait que de rester dans les anciens modèles. Non. En fait, c'est là où il y a l'argent, c'est là où on est en train d'aller en fait. C'est dans ce nouveau mindset, ce nouveau formatage qu'il faut se mettre. Donc, en fait, je comprends pas totalement la vidéo. Peut-être j'ai beaucoup d'émotions, mais je comprends pas cette vidéo. Où on a un fondateur avec des agents IA et qui fait des milliards, c'est tant mieux. Mais moi, je n'y crois pas à long terme. Pourquoi? Parce que la société, effectivement, va poser un problème. Avec les voitures autonomes, la société a posé un problème parce que les routiers se sont dit, on ne va pas déléguer notre travail à une soi-disant voiture autonome qui va faire notre travail à notre place. C'est qui les routiers? J'ai pas bien compris. Bah, la livraison en Chine, c'est des robots qui le font. Bah, tu as même des drones qui utilisent l'IA pour voler, analyser l'environnement, bien faire la livraison, te livrer le paquet dans la main, venir livrer dans un truc. Enfin, avant, c'était des gens. Je comprends pas ce truc-là. Et justement, la Chine a tellement d'avance sur les autres pays. Et tout le monde ferait mieux de copier la Chine. Bah, je comprends pas le fait de dire que non, mais en fait, il y a un problème. Déléguer notre travail à une soi-disant voiture autonome qui va faire notre travail à notre place. Donc, n'oubliez pas que derrière, il y a des humains. Des humains qui doivent appréhender, accepter et accepter d'être disruptés. Accepter la technologie et accepter d'être disruptés. Ok, ça c'est un point quand même intéressant. C'est une discussion que j'ai eue avec aussi un ami qui se disait, ok, oui, Jordi, bon, toi, t'es peut-être dans la tech, etc. Tu utilises le chat GPT, etc. Ouais, tu vas installer un LLM, tu vas installer, je sais pas moi, tu vas installer du OpenClaw, etc. Mais est-ce que le gars lambda qui est dehors là-bas, est-ce qu'il sait même déjà bien utiliser ChatGPT? Est-ce qu'il a même installé ChatGPT dans son application, dans son téléphone et qu'il va pouvoir euh, 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 au point où toi tu parles de OpenClaw, d'automatisation, de remplacer quelqu'un par la machine, etc. Je pense que le débat, il est pas là, en fait. Le débat, il est pas là. Écoutons d'abord, parce que je vais répondre à ça. Ce sont des préalables qui sont indispensables. Quel dirigeant va sincèrement détruire des postes? Quel dirigeant censé? Jack Dorsey, il n'est pas censé. Elon Musk, il n'est pas censé. Juste pour rappel, Elon Musk, il a viré, je crois que c'était 80% du staff. Je pense bien. Lorsqu'il a repris le projet XAI. Attends, je vérifie ça. Ok. Là, je parle pas de 2022, je parle de récemment. C'est les chiffres de l'impact. Oui, fin 2022, c'est vrai qu'il a effectivement aussi viré pas mal de personnes. Avant le rachat, environ 7500 employés. Bon, ça, c'était au début. Après les vagues de licenciement, l'effectif est tombé à environ 1500 personnes début 2023, soit une réduction de 80%. Ok, donc ça, c'est vraiment le truc de depuis. Aujourd'hui, 2026, l'entreprise a légèrement recommencé à embaucher. Ben, ça, c'est pas vraiment lié à l'IA. Ça, c'était vraiment une restructuration. Mais je crois que récemment, sauf si, en fait, il n'est pas peut-être très à jour, même sur compagnie Twitter, un avion dans les deux modes. Bref, je crois qu'il n'est pas très à jour. Mais je me suis peut-être trompé dans l'exemple, mais tu as plein de boîtes aujourd'hui qui sont en train de licencier. Tu ne peux pas dire que pourquoi une boîte va licencier. Et justement, en tant que formateur, je pense qu'aujourd'hui, il est plutôt question de dire aux gens de mieux se former, mieux s'outiller de l'IA. Parce que moi, si j'ai une équipe, je sais pas moi, je sais pas, tu prends des DevOps, j'ai une équipe de 10 DevOps aujourd'hui, bah, avec ce que je fais avec l'IA, bah, tu prends même juste VS Code avec ton Terraform, bah, tu génères du truc, tu vas rapidement. J'ai pas besoin des 10 en fait. C'est-à-dire que plus on va évoluer, plus les équipes vont être enclins à dire, OK, on va se débarrasser peut-être des plus faibles de l'équipe. Ça va être ça. C'est un peu comme il y a Pourquoi on ne se plaint pas quand on disait, OK, les juniors... Je crois que tu as fait une vidéo, je pense qu'il a fait une vidéo sur les juniors, effectivement, où il disait que ça va être difficile pour les juniors, etc. Bah, c'est pareil. C'est-à-dire que l'idée, c'est plutôt de dire aux gens, bien maîtriser l'IA, bien solidifier son expertise, les deux vont ensemble pour ne pas être remplacé. Parce que
les patrons vont effectivement remplacer les gens par les machines. Et ça, c'est une réalité. On va pas échapper à ça. C'est déjà vrai actuellement. Il n'y a pas que ces exemples, ces gros exemples que je prends. Hein. C'est juste, moi, j'ai pas toutes les références en tête. Mais même en France, les boîtes, les grosses boîtes qui licencient pour l'IA. J'ai vu une boîte enfin, je crois que c'était un grand, je sais pas si c'est Carrefour, non, c'est pas Carrefour. Je sais pas c'était quelle boîte qui a décidé de mettre, c'était 3000 postes, voilà. Il y a même Capgemini, voilà. Capgemini récemment, justement, a annoncé qu'ils allaient off 2400 postes. Voilà. Tu as IBM, etc., etc. Mais en fait, toutes ces boîtes-là sont en train de off. Là, c'est parce qu'on voit encore parce que c'est des gros. Mais en fait, ce truc-là, ça va progressivement arriver vers les petits. Parce que les solutions deviennent de plus en plus utilisables. Voilà. Un métier comme par exemple le rédacteur SEO. Enfin, je suis en 2026, je n'entends plus parler de ce truc-là. C'est des gars qui ont disparu. C'est soit ils se sont retransformés en autre chose, soit ils ont disparu. Mais en tout cas, si c'était ton truc d'être rédacteur SEO, aujourd'hui, c'est des métiers qui ont disparu. Moi, j'ai par exemple fait de la photographie où je stockais des trucs sur Shutterstock, les banques d'images avant. Mais aujourd'hui, tu as des sites comme Artlist, tu as des sites en fait qui te permettent de générer des images en fonction de ce que tu veux. Tu n'as plus besoin de partir payer des abonnements sur des anciens sites pour chercher des images, etc., etc. Et en fait, tous ces photographes-là, c'est des métiers qui disparaissent. Par exemple, les monteurs vidéo, les monteurs, etc. Donc, ceux qui ne maîtrisent pas, tu auras genre 1% des gars qui maîtrisent, et ben, le reste, ils seront à la traîne parce qu'en fait, tu auras de moins en moins de besoins à attribuer à un humain. Parce qu'un humain, c'est de la charge. Le mec, il te répond, il livre en retard, il faut qu'il comprenne ce que tu veux, etc., etc. Les gens sont dans la rapidité. Les gens sont dans l'efficacité. Donc, en fait, les postes, les entreprises licencient. C'est un fait. Et si tu regardes la plupart des boîtes actuellement, de plus en plus se rendent compte qu'elles peuvent produire avec moins de personnes. Donc, les budgets sont de plus en plus coupés. Je ne sais pas, le monde particulièrement du consulting, euh, tout le monde enfin, le monde du consulting est en train de s'ébranler en ce moment. Si tu regardes tous les CEO des boîtes qui faisaient des développements de logiciels, etc., tu vas te rendre compte que, bah, effectivement, avec tout ce qu'il y a comme IA, une boîte qui a la maîtrise peut rafler tout le marché. Et donc, il y a de moins en moins d'opportunités pour les autres. Et donc, ça, c'est un fait. Et quand il y a moins d'opportunités, c'est une entreprise qui n'a pas d'entrée qui se retrouve en train d'être obligée de licencier des gens pour survivre sur le peu d'opportunités qu'elle a. Donc, effectivement, les gens vont licencier. C'est dans les deux sens. C'est dans le sens à la fois de licencier pour se libérer, mais de licencier aussi également pour faire plus de marge. Donc, j'ai du mal à comprendre ce point. Va aller supprimer 20 000 postes. À part, bien sûr, quand on est dans des boîtes cotées en bourse. Oui, mais Euh, Moi, je vais prendre mon cas particulièrement. Je, enfin, je travaillais avec des. En fait, je prends mon cas particulièrement. Je fais plus, de plus en plus avec moins de personnes. Parce que j'automatise plein de choses. Et quand on dit automatisation, les gens voient N8N, mais en fait, c'est fou. Vous n'imaginez pas qu'est-ce qui est possible. Est-ce que vous saviez que je peux faire aujourd'hui, est-ce que vous saviez qu'aujourd'hui, par exemple, tu peux faire du montage vidéo totalement avec une IA. C'est-à-dire une IA te fait du montage vidéo totalement. Avant, je payais les services d'un monteur. J'avais un monteur dans l'entreprise. Aujourd'hui, je n'en ai plus du tout. J'ai des outils qui me permettent de faire mes miniatures, toutes mes vidéos YouTube. Aujourd'hui, je ne les fais plus par des Media Makers. J'ai un outil ultra efficace. C'est pas l'objectif de la vidéo, mais ultra propre. Genre, quand mes miniatures sortent, tu peux avoir l'impression que c'est vraiment un vrai Media Maker qui les a fait. Donc,
Ça fait que j'ai viré un monteur vidéo. Donc, même pour des petites boîtes, ça sera le cas. Et celles qui vont continuer, justement, dans le sens où elles ne veulent pas se mettre dans l'IA parce qu'elles veulent avoir, je sais pas moi, ce truc de plaisir de dire non, je ne vis pas, je continue d'avoir mes gens, bah, tu vas avoir plus de frais, en fait. Et les boîtes qui vont suivre, c'est les boîtes qui vont avoir moins de frais. Et donc, ça veut dire que c'est des boîtes qui vont se mettre dans l'IA. Donc, à un moment donné, tu peux pas compétir en ayant plus de charges par rapport à quelqu'un qui a 10 fois moins de charges que toi et qui produit 5 fois plus que toi. Ça n'a pas de sens. Tu es obligé de licencier. C'est un fait, en fait. C'est logique. Mais quel dirigeant, quel président, c'est des choses qui sont vraiment concrètes et qui impactent la vie des gens. Donc, entre la technologie que l'on voit et qu'on apprécie et qui nous aide individuellement, on est d'accord. Mais au niveau de l'impact réel dans la vie des gens, Moi, je pense que sur cette partie, il a manqué vraiment beaucoup de hauteur. Je sais pas si, je pense que, je pense qu'il y a un manque de hauteur sur le sujet à ce niveau. en réalité, pour moi, l'intelligence artificielle n'apporte pas ce qu'elle promet. Elle nous augmente, oui, mais C'est absurde de dire ça. C'est vraiment absurde de dire ça quand on se sert même juste de son copilote au quotidien. De dire qu'elle n'apporte pas ce qu'elle promet, c'est absurde. quand je vois les résultats au niveau des entreprises, je regardais encore les résultats du CAC 40. Je n'ai aucun impact, effectivement, qui est lié fondamentalement à l'intelligence artificielle. Aucun comité exécutif n'a dit qu'on a doublé notre chiffre d'affaires. Pourtant, les gens sont censés être augmentés de 50%. Bah, une fois de plus, c'est pas une question de doubler le chiffre d'affaires. C'est, on s'en fout du chiffre d'affaires. Ce qu'on veut, c'est la marge. Ce qui est important pour une entreprise, c'est la marge. Après, si on peut doubler le chiffre d'affaires, c'est bien. Mais en fait, ce qui est important, c'est surtout la marge. C'est-à-dire que sur le même chiffre d'affaires, est-ce que je peux déjà augmenter ma marge? Oui, l'IA te dit oui, justement. Et c'est ça l'objectif de ces boîtes-là. C'est pour ça qu'elles licencient. C'est pour ça que ces boîtes-là utilisent de plus en plus l'IA. Bah, c'est ça. En fait, mettez-vous dans la tête d'un riche, comme il disait, il ne voit pas quel chef d'entreprise ou quel président. Un chef d'entreprise ou bien un super riche, bref, peu importe ce qu'on veut, le mec, tu vois que avec 20 euros de Claude, tu peux faire littéralement, tu peux remplacer un développeur, ou du moins si tu avais 5 développeurs, tu prends 2 développeurs, tu leur donnes un abonnement de 20 euros de Claude, ils font le travail des 3 autres développeurs en plus. Donc ça te fait le salaire que tu payais pour 3 autres personnes, bah en fait tu le mets dans ta poche. En fait, le chef d'entreprise aujourd'hui, tu n'es plus obligé de partager ta richesse, tu peux la garder ta richesse en fait. Donc je ne comprends pas ce point. C'est absurde de dire ça. Mais le chiffre d'affaires ou les bénéfices n'augmentent pas de 50%. Non, mais comment ça, le bénéfice n'augmente pas? En fait, j'ai déjà expliqué, hein, je pense que... Donc, il n'y a pas une relation linéaire. S'il y a une relation, La productivité des développeurs et l'amélioration du chiffre d'affaires. Et moi, mon combat, c'est de l'amélioration, ramener l'église au centre du village. C'est d'expliquer aux gens que oui, la technologie, c'est bien, les nouveautés, c'est bien, mais il faut penser production. Il faut penser réalité du terrain. Il faut penser humain. Il faut penser interaction. Il faut penser social. Parce qu'en effet, c'est ce qui permet d'avoir une société apaisée. Alors, je sens que peut-être il a lu Peter Thiel. Ça, c'est les gars de Peter Thiel. Peter Thiel, lui, dit, en fait, Peter Thiel, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un auteur qui a écrit, bref, on va taper, je crois que j'ai bien tapé son nom. Peter Thiel, Zero to One. C'est un livre, d'ailleurs, que je conseille quand même de le lire. C'est un livre intéressant. Où, lui dit, en fait, que la technologie doit être centrée sur l'humain. Parce que au final, peu importe ce qu'on fait, c'est les humains qu'il y a derrière. Moi, je suis quand même assez d'accord avec lui. C'est quand même un vieux livre. C'est un livre qui est sorti en 2014 parce qu'aujourd'hui, par rapport à la réalité actuelle, c'est un petit peu vieux. Moi, je vois de plus en plus des solopreneurs, des gars qui te font des millions littéralement d'euros chaque mois et qui sont seuls, qui automatisent, qui mettent de l'intelligence
artificielle dans ce qu'ils font. Et qui font l'équivalent d'une boîte avant qui avait besoin peut-être de 50 personnes qui opèrent pour au final avoir des marges de n'importe quoi. C'est-à-dire que aujourd'hui, si tu prends une boîte, moi j'ai travaillé avec des boîtes qu'on consulte, des boîtes chez qui nous plaçons en fait des développeurs. On travaille avec beaucoup de boîtes et certaines des boîtes qui ont vraiment des métiers assez manuels. Par exemple, des boîtes, on va dire une boîte d'architecture qui va aller, par exemple, concevoir des maisons, etc. Ou bien des boîtes qui vont être dans l'immobilier, etc. On va dire des boîtes plutôt manuelles, je vais dire ça comme ça. Donc, le métier de base, c'est vraiment, par exemple, de la menuiserie moderne, etc. En fait, c'est des boîtes qui te font euh, 5 millions. Tu prends une boîte qui fait 5 millions de CA sur l'année, mais derrière, mais les charges sont astronomiques. Mais les charges sont astronomiques. Derrière, tu as un solopreneur qui te fait 10 millions sur l'année et bah, qui empoche genre 70% du truc. Bah, en fait, c'est une question de qu'est-ce que tu préfères au final? C'est-à-dire, le mec, il se fait plus de profit, on s'en fout de savoir si ça doit être centré sur l'humain ou pas. Si tu prends une comparaison comme ça d'à peu près deux boîtes qui font les mêmes chiffres, littéralement, et tu as une boîte qui a moins de charges, et tu as de l'autre côté une boîte qui explose en charge et qui finit même l'année avec des dettes, etc. Bah, ça n'a pas de sens. Tu peux pas parler de croissance et prendre ce modèle-là. Donc, c'est un peu bizarre quand même quand je dis ça parce que ça donne l'impression aux gens que, bah, en fait, tu aimes les robots, etc. Non, mais en fait, c'est juste que l'évolution que je vous ai montré, par exemple, au niveau de la Chine, de ces robots-ci, c'est aussi ça qui va venir sauver les boîtes manuelles parce que les boîtes manuelles qui emploient aujourd'hui beaucoup de personnes, etc. Je parle par exemple des restaurants, toutes les boîtes en fait manuelles vont devoir remplacer avec des robots hardware aussi également. Le truc avec le robot hardware, c'est qu'un robot comme celui-ci, Unitri 3, j'ai fait un react là-dessus sur ma dernière vidéo, il te coûte 13 000 euros. Mais si tu as un robot comme ça, qui peut entrer au truc, comment dire ça, qui peut aller au magasin, qui va comptabiliser, qui va amener le truc, qui va transporter, parce que ça peut prendre des charges lourdes, il peut porter peut-être jusqu'à 500 kilos, parce que peut-être il a un exosquelette, il va remplacer un homme, il peut tirer des trucs. En fait, c'est ça qui va remplacer demain. Tu achètes un truc à 13 000 euros et tu as une garantie, par exemple, de 10 ans qu'il fonctionne. Et le fabricant te dit, ta garantie, c'est pour 10 ans. Et à chaque fois qu'il y a un problème, tu viens et c'est réparé. Et ça, entre 13 000 euros achetés une fois et 2 500 euros que tu vas payer à un mec tous les mois, bah, la question, elle est vite répondue. Donc une fois de plus, cet argument-là, je le bâcle. C'est pas logique. Alors, qu'est-ce que l'humain va devenir? Ça, c'est une autre question. Je veux pas répondre à ça, mais c'est ça, en En fait. réalité, pour moi, l'intelligence artificielle a encore une grosse limite, c'est que les entreprises ne lui font pas assez confiance. Chaque entreprise essaie de faire un peu son LLM de son côté, mais ça n'aboutit en réalité à pas grand-chose. Il y a beaucoup. Ouais, il a raison sur ce point. Plein d'entreprises qui ont essayé de faire des LLM internes n'aboutissent pas à grand-chose. Après, j'ai envie de dire, ça dépend de qu'est-ce que l'entreprise utilise le LLM pour faire. Parce qu'un LLM, si ton objectif c'est d'avoir ton chat GPT interne, j'ai envie de dire que ouais, ça peut ne pas aboutir à grand-chose. Parce qu'un modèle, ça grandit, un modèle, ça doit apprendre, c'est des évolutions. Chaque semaine, vous avez de nouveaux modèles. C'est-à-dire, si je parle par exemple sur Olama, là par exemple, chaque semaine, je prends par exemple Qwen. Qwen, là on est à la version 3.5. Mais là, tu as plein de modèles. Je peux prendre euh, un modèle que j'aime bien, Lama. Là, on est à la version 4, 3.1, 3.2, 3, 3.2, 3.3, 2, etc. Donc, si ton objectif c'est de créer ton propre modèle ou ton propre LLM, bah, tu peux très vite te fatiguer parce que si ça n'a pas un retour sur le business, enfin, c'est pas un point de priorité pour un business d'avoir un LLM. Au pire, bah, tu prends je sais pas moi, un Mistral, tu l'installes dans ta boîte, tu le mets à jour. Enfin, oui, il y a plein de boîtes. Là, moi, je suis d'accord. Je suis d'accord avec le point qu'il a dit.
Et ça n'a rien à voir avec l'intelligence artificielle globale. C'est comme il y a aussi plein de boîtes aujourd'hui qui sont en train d'utiliser l'IA sur le cœur du métier, c'est-à-dire sur la partie vraiment business logique et que ça fonctionne. Alors, effectivement, en termes de proportion, il n'y a pas non plus beaucoup de boîtes, mais voilà, c'est pas une question que les gens ne font pas confiance. C'est juste la pénétration de la technologie. Donc, ça va prendre le temps que ça va prendre. Et les gens vont comprendre. Aujourd'hui, tu as des agences qui sont spécialisées. On en a accompagné une là d'ailleurs récemment, avec qui on développe en fait les parties IA pour ces entreprises-là. En fait, eux, ils partent choper des clients, ils leur vendent en fait le fait que on va vous faire un LLM personnalisé pour votre boîte qui comprend toute la structure. Et il y a des boîtes qui ont besoin de ça. Une boîte qui a 200 employés, ça prend du temps d'onboarder, que la personne comprenne. Parfois, ces boîtes-là peuvent avoir des besoins minimes comme ça, genre juste un LLM pour que quelqu'un qui, par exemple, vient de rejoindre l'entreprise peut comprendre l'entreprise. Tu as besoin d'un dossier, tu as besoin d'explications sur un dossier spécifique. Le LLM, c'est comme le cerveau de l'entreprise, il peut te répondre. Et ça, les boîtes aujourd'hui ont besoin de ça. Ce genre de trucs, les boîtes ont besoin. Donc, ça dépend en fait de l'application. C'est-à-dire, mais globaliser ça comme ça, généraliser, je trouve que c'est pas assez pertinent. Beaucoup d'entreprises françaises qui ont essayé de mettre en place leur LLM, mais finalement, ça a été botté en touche au vu des résultats. Sauf que les entreprises américaines viennent avec leur LLM et malheureusement, pour des questions de souveraineté, en fait, la solution n'est pas implémentée dans l'idéal. Les entreprises américaines utiliseront souvent les solutions américaines parce que derrière, c'est le même pays, il y a des conventions, etc., etc. Mais les entreprises africaines, européennes, ne vont pas forcément adopter des solutions qui nécessitent que leurs données soient hébergées ailleurs. Et pour moi, tant qu'on n'alimente pas l'intelligence artificielle avec des données factuelles, je peux avoir un repository, une application sur ma machine, le code, et je donne à l'IA. L'IA apprend comment est-ce qu'effectivement je développe. Mais sauf que ça m'augmente moi, ça n'augmente pas l'entreprise. Pour augmenter effectivement l'entreprise, il faudrait derrière que l'IA puisse prendre connaissance de l'ensemble de la GED. Bah, c'est faux. Une fois de plus, c'est très spécifique à peut-être quelques exemples de projets sur lesquels il a travaillé. Enfin, ça n'a pas de sens de dire l'IA m'augmente moi. Ça, oui, si tu prends une licence Copilot, oui, la façon dont tu travailles, mais en fait, tu peux définir un niveau plus global, tu peux en fait définir une politique de comment les gens doivent faire des commits, tu peux définir plein de choses. En fait, tout est possible en fait. Je sais pas, si tu prends un exemple précis où tu as essayé de faire un truc précis, bah c'est normal que ça fasse pas ce que tu veux de façon globale. Alors, une fois de plus, c'est juste une question d'expérience personnelle. Je trouve pas qu'il y ait de la hauteur dans ce point-là. L'ensemble des documents, l'ensemble des repositories pour pouvoir s'entraîner sur des choses factuelles. Mais quelle entreprise acceptera donner son intelligence et potentiellement même la source de son revenu à une intelligence artificielle? Donc, je dis encore, Alors, ça, c'est un point quand même qui est intéressant. C'est vrai que la souveraineté, c'est pas trop le point de la discussion que je voulais avoir sur cette partie. Moi, c'était plus la partie, l'intelligence artificielle est une arnaque. Mais effectivement, dans l'IA, si on veut parler de souveraineté, la souveraineté peut être aussi également un frein à, euh, au fait que, par exemple, les modèles les plus avancés, malheureusement, qui sont propriétaires, ne puissent pas vraiment prendre des secteurs assez privés. C'est-à-dire des boîtes privées qui veulent pas partager leurs données avec des grosses boîtes comme, je sais pas moi, OpenAI, Anthropic, bref, tout ce que tu veux. Mais en fait, le point sur le fait que l'IA, l'intelligence artificielle, est une arnaque, reste le même. Ça n'a pas de sens de dire que ouais, c'est parce qu'en fait les boîtes ne veulent pas. Bah, les boîtes ont la capacité, parce que comme je vous l'ai présenté, il y a des modèles open source qui évoluent. C'est-à-dire que une boîte aujourd'hui a la capacité d'avoir son. Tu n'es plus obligé de créer un truc from scratch. Et ce qu'il a dit, le fait qu'on puisse entraîner sur des faits factuels, c'est totalement possible. Je comprends pas le point. Je sais pas si j'ai mal compris. Mais tu peux faire du RAC. Du RAC, ça veut dire, tu prends un LLM de base, tu l'installes, le LLM, il comprend, il peut être multilangage, il peut parler français, anglais, etc. Maintenant, tu lui fais un RAG. Le RAG, c'est Retrieve Augmented Generative. Donc, ça veut dire que, en fait, tu vas lui donner des bases de données différentes, ok, sur lesquelles il peut venir piocher pour avoir des informations, pour se nourrir, en fait. Donc,
Ces bases de données, ça peut être une base de données vectorielle, ça peut être une base de données standard, ça peut être des fichiers, des documentations de l'entreprise, etc. Donc en fait, le LLM, il va grandir, il va se nourrir de tout ça pour être pertinent dans la réponse. Je comprends pas pourquoi ce sera un problème. C'est totalement possible. Et après le RAG, on peut passer à plus que ça. On peut faire vraiment de l'entraînement sur la base d'autres données qu'on complète à l'IA. Mais ça, effectivement, je peux comprendre le point qu'il n'y ait pas suffisamment peut-être d'expertise ou bien ça peut coûter cher à une boîte petite de faire ça. Et c'est pour ça qu'il y a de l'open source. C'est pour ça qu'il y a de l'open source. Après, les RAG, c'est pas quelque chose de difficile à mettre en place en soi. Il y a par exemple des technologies comme LangChain qui te permet en fait de connecter plein de trucs assez facilement avec du LangGraph. Donc, et il faut voir qu'il y a plein de boîtes qui l'utilisent. Coinbase, LinkedIn, enfin, plein de boîtes de SaaS que vous connaissez probablement l'utilisent. En fait, avec LangChain, tu peux connecter même plusieurs LLM, donc plusieurs, ce qu'on va appeler du multimodal, mais plusieurs agents en fait. C'est-à-dire, tu peux connecter Llama, ensuite tu connectes un autre LLM, etc. Et tu fais des trucs intéressants. Donc, en fonction des use cases, enfin, de la logique que tu veux mettre en place. Je sais pas si je peux venir là, observabilité. Ok, Agent Builder, voilà. Donc là, tu peux construire ton propre agent. Des plateformes comme ça te permettent de le faire sans besoin de techniques particulières. Enfin, tu n'as pas besoin de... Voilà, tu peux même le connecter à une source des mails de l'entreprise où, où l'IA va comprendre tout. En fait, tout est possible, en fait. Je comprends pas le... Et les boîtes, de plus en plus, entrent dans ça. En fait, l'idée, on est en 2026, hein. L'idée, ce n'est plus de dire l'IA, enfin, l'IA, c'est de la merde, ou bien l'IA, c'est l'arnaque. Bah, l'idée aujourd'hui, c'est de dire, mais comment je fais pour comprendre et m'approprier ce truc? Donc là, moi, je suis à 5 minutes de la vidéo, je crois que je suis à la moitié. Là, je suis littéralement déjà KO, je suis fatigué. Parce que j'arrive pas à comprendre, en fait, son explication. Ça n'augmente pas l'entreprise. Pour augmenter effectivement l'entreprise, il faudrait derrière que l'IA puisse prendre connaissance de l'ensemble de la GED, l'ensemble des documents, l'ensemble des repositories pour pouvoir s'entraîner sur des choses factuelles. Mais quelle entreprise acceptera donner son intelligence et potentiellement même la source de son revenu à une intelligence artificielle? Donc, je dis encore pour moi, l'intelligence artificielle. Quelle entreprise acceptera de donner... Moi-même la source de son revenu, l'entreprise acceptera donner son intelligence et potentiellement même la source de son revenu à une intelligence artificielle. bah, moi et plein d'autres personnes qui le font et qui, grâce à l'IA, peut-être font plus d'argent. D'autres peut-être optimisent leur temps pour faire plus de choses. Peut-être d'autres vont se libérer pour prendre plus de vacances. Et d'autres, bah, pourquoi les entreprises, de la même façon que tu te demandes pourquoi, moi aussi je me demande pourquoi pas. Donc, je dis encore pour moi, l'intelligence artificielle, c'est un buzzword, ça a beaucoup de potentiel, mais dans notre C'est pas un buzzword, l'intelligence artificielle. Les gars, on n'est pas en 2014 là. C'est incroyable quand même de dire ça. société actuelle, conservatrice, je pense que c'est compliqué son implémentation. Que les devs trouvent du plaisir à développer avec Claude et tout le reste, c'est une bonne chose. La semaine dernière, j'ai parlé des limites. Vous pouvez aller voir cette vidéo-là. J'ai parlé des limites que nous, on a dans nos environnements de développement. Alors, j'ai pas regardé la vidéo sur les limites dont il parle. À mon avis, ça va être les mêmes points, un peu comme ça. Et même de production avec l'IA. Je vous invite à regarder cette vidéo. Mais je le dis encore, pour moi, c'est une arnaque dans son état actuel pour les dirigeants d'entreprise. Il y a beaucoup de dirigeants qui ont été contraints de rajouter le terme IA à la sauce dans tous les départements parce qu'effectivement, le comité exécutif dit qu'en bourse, toutes les entreprises qui parlent d'IA ou qui utilisent l'IA, en fait, la bourse monte concernant les... Ouais, dans ce sens-là, c'est vrai. En fait, tu as depuis... ouais, dans ce sens-là, on peut le voir effectivement comme une bulle. On peut le voir comme une bulle dans ce sens de ce qu'il est en train de dire. Mais ça ne veut pas dire que l'IA, c'est une arnaque. Les gens surfent sur ce qui fonctionne et ce qui marche. Ok, c'est pas problématique. Maintenant, dans ça, effectivement, les vraies boîtes qui font enfin, qui font vraiment de l'R&D et qui développent vraiment des vrais trucs avec l'IA vont réussir. Ceux qui sont en train de faire du bullshitting vont pas aller loin. Donc, une fois de plus, c'est pas un problème. Et tant mieux si les gens dans chaque département essayent de mettre l'IA. Ça veut dire que
À chaque fois, on va réfléchir à des use cases, comment est-ce qu'on va appliquer l'IA. C'est logique. En fait, parler d'IA comme ça, pour moi, c'est un peu comme euh, être dans le déni par rapport à l'explosion des réseaux sociaux dans les années 2000 ou bien d'Internet. Ça n'a pas de sens, parce que c'est ce qui va être. Moi, j'ai discuté avec plein de seniors dans le domaine. Je continue de discuter avec eux tous les jours, les mecs qui sont à la retraite. Certains 50 ans, d'autres partent à la retraite bientôt. Et à chaque fois, ils me disent, ben, en fait, écoute, tout ce qui se passe autour de l'IA actuellement, ça me rappelle dans les années 97-98, de Internet, voilà, des réseaux sociaux, etc. C'était exactement pareil. Et bah, regarde ce que c'est devenu aujourd'hui. Donc, en fait, si vous pensez comme Diran est en train de... Ouais, c'est Diran. Si vous pensez comme Diran est en train de dire là, en fait, par rapport au futur, vous risquez de vous gourer. Très, 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 très facilement. Parce qu'en fait, c'est comme si, en fait, c'est ça mon problème. L'intelligence artificielle est une arnaque. C'est pas une arnaque. C'est pas une arnaque. Les indices montrent concernant ces entreprises-là. Mais concrètement, quelle est la valeur que ça apporte? Et je peux comprendre donc certains analystes financiers qui parlent Comment ça a la valeur que ça apporte? Purée. effectivement de bulle IA. Parce que concrètement, on se retrouve dans un cercle où ce sont les mêmes entreprises qui développent l'IA, qui l'utilisent, qui trouvent de la valeur, qui font des bénéfices et qui se prêtent de l'argent entre elles pour faire des GPU. Il y a beaucoup de documentaires qui parlent effectivement de cette bulle IA-là. Donc, trouver de la... Ouais, en fait, je peux expliquer ça. Le problème avec ça, c'est pourquoi, justement. C'est parce que, c'est comme je disais tout à l'heure, il faut comprendre que l'ère du software est pratiquement mort. Donc, ça veut dire que ces boîtes-là sont obligées de faire comme ça parce que le hardware n'a pas encore bien pris. Donc, il faut comprendre aujourd'hui que il ne faut plus créer des SaaS, il faut créer des robots. Un peu comme on a vu tout à l'heure avec la Chine. Alors, tout le monde ne va pas faire un robot humanoïde. L'idée, c'est de dire, en fonction du domaine dans lequel tu es, aujourd'hui, comment est-ce que je peux le robotiser? Comment est-ce que je peux mettre un robot qui va faire ce que je fais? Donc, parce que justement, en fait, ces grosses boîtes-là, elles sont en train de manger tous ceux qui faisaient des SaaS, littéralement, pratiquement tout. Donc, c'est pour ça que ce qu'il explique, je comprends ce qu'il est en train de dire. Donc, ce qui veut dire que, en fait, il faut comprendre aujourd'hui que les softwares, c'est mort. Ça va être produit beaucoup plus facilement. On le voit, enfin, moi, je sais pas moi, mais je vois, à chaque fois, je vois des pubs, je vois des nouveaux trucs, de développement, tu donnes une idée, le truc des ponts, une application mobile, etc. J'ai vu des exemples, en fait, nous-mêmes en interne, on fait des formations sur les utilisations de l'IA pour pouvoir générer rapidement des logiciels et des outils. Et en fait, ces logiciels et des outils, a priori, je peux te dire, non, ça peut pas aller en production, etc. Mais en fait, tu peux faire tourner des trucs si tu fais bien les trucs, tu vois. Donc, c'est des applications qui tournent en production, qui sont, de toute façon, on s'en fout parce que même si tu as un humain derrière et que 80% du code est fait ou 90% du code est fait par l'IA, ça reste de l'IA. Tu vas peut-être superviser, etc. Mais ça reste de l'IA. C'est-à-dire que le software, fondamentalement, l'ère du software est mort. Et donc, du coup, ces gros mastodons-là sont obligés de s'accaparer, en fait, tout le gâteau, de développer entre eux, d'acheter des GPU, etc. Mais c'est pour ça qu'il faut que les boîtes, les entreprises comprennent aujourd'hui qu'il faut aller vers le hardware, il faut aller vers les robots. Okay? Tu peux pas compétir aujourd'hui, te dire, tu vois l'évolution d'Anthropic, c'est incroyable ce qu'ils sont en train de faire. Donc tu peux pas te dire, tu peux pas t'asseoir et croire facilement que dans 7 ans, ça va aller moins que ça. C'est incroyable de penser comme ça. C'est parce que dans 2, 3 ans, chaque année qui va passer, ça va être de plus en plus pire et ça va être amélioré. C'est-à-dire que ce que tu fais aujourd'hui, tu te dis, bah ouais, je suis le grand développeur, machin truc, je fais mon Ansible, je fais mon truc. Bah, ça va être de plus en plus pire. Peut-être il y aura bientôt des applications cloud code bien orientées vers le DevOps. Parce que quand tu regardes le sommet de Davos, tu as quelques métiers qu'on dit jusqu'à peu près 2030, ils sont safe. Entre les DevOps, les cloud architectes, etc. Mais même eux, en fait, ça va aller rapidement. Parce que, comme je le disais tout à l'heure au début, l'industrie 4.0, c'est que la machine conçoit la conception qu'elle fasse elle-même,
qu'elle fasse la fabrication elle-même, donc écrit, généré, etc., qu'elle se corrige elle-même, qu'elle imagine des use cases pertinents en fonction des problèmes elle-même, qu'elle entretient et qu'elle maintient elle-même. Donc, c'est-à-dire que toute la partie DevOps, on va s'occuper des infrastructures et tout ça, même ça va disparaître. Donc, il n'y a pas d'issue pour le software. Ça va disparaître. Et c'est logique, en fait. En fait, le premier métier que l'intelligence artificielle remplace, c'est d'abord les développeurs, c'est les codeurs. C'est-à-dire que c'est le même métier même qui le conçoit, c'est le truc qui comprend le plus, le mieux, en fait. C'est le premier truc qui va remplacer. Donc, c'est bête de penser que... Mais si on prend le cas des développeurs ou quoi que ce soit, de penser que c'est une arnaque, c'est pas une arnaque. La valeur de façon Attention, les gars, c'est ça qui me fait chier dans cette vidéo, c'est que il faut se wake up. Il faut se wake up. Surtout nous, les Africains, il faut qu'on se wake up. individuelle à utiliser l'IA, c'est une bonne chose, mais pensez notamment à ce que ça apporte à l'entreprise. Pensez à comment le chiffre d'affaires sera amélioré. Entre les workflows N8N que vous faites pour vous amuser, pour plaisanter et tout le reste. Aujourd'hui, tu n'as même pas besoin de Workflow N8N. Tu as Cloud Cowork, je l'ai ici, et il me fait tout ce que j'ai besoin. Et une fois de plus, même quelqu'un qui utilisait N8N en allant créer des nodes et des agents manuellement, c'est un fou. Un N8N, c'est un workflow qui s'exporte en YAML. Donc tu vas sur Claude, tu vas sur l'IA, tu lui dis voilà ce que je vais faire. Donne-moi le YAML N8N qui va permettre de faire ce que je veux faire. Il te donne le truc et tu l'importes dans N8N. Donc, en fait, là, sur ce point, je pense que tu es un peu antidaté, Diran. C'est une bonne chose, mais soyez dans les entreprises. Soyez dans les entreprises. Et n'écoutez pas que les techs, parce que c'est ça le problème. Nous, en tant que tech, souvent on est des technophiles, on aime la technologie, on aime la nouveauté, mais sortez un peu de ce cadre simplement de technicien, d'ingénieur, et voyez l'impact sur les personnes réelles. Sortez des bureaux, allez discuter avec des gens, vous allez voir qu'il y en a qui n'ont même... Justement, très 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 pertinent ce qu'il dit. Je suis totalement d'accord. Et à chaque fois que je sors du bureau et que je vais discuter avec les gens, je vois toutes les applications que je peux faire avec eux. Je vois tout ce que je peux automatiser, tout ce que je peux faire pour eux. Et je pense que c'est là où on peut justement être irremplaçable. C'est dans le sens de dire, OK, avec tout ce qu'on maîtrise au niveau IA et tout, d'aller éveiller en fait ces personnes-là et de leur faire gagner de l'argent. Justement, le fait de dire, voyez, qu'est-ce qu'on peut apporter au CEO, au chef d'entreprise, etc., à des gens qui ont des besoins, qui sont dans leur boîte, qui sont pas au courant de tout ça. Effectivement, il faut sortir de la bulle tech pour aller vers ce genre-là, leur dire, bah écoute, tu peux faire ça, tu peux faire ci, tu peux faire ça, tu peux optimiser comme ça peut t'apporter, je sais pas moi, d'optimisation, plus de temps même pour toi, parce que ça, l'objectif d'un entrepreneur, c'est, voilà, ne pas travailler, enfin, posséder son temps. C'est aussi ça, l'objectif. Donc, il y a plein de trucs qui sont faisables. Là, sur ce point-là, je suis Jamais totalement utilisé d'accord. ChatGPT, alors que vous êtes tout excité à l'idée d'utiliser une intelligence artificielle. Revenons un peu sur Terre, et c'est un mouvement qui ne peut pas être poussé par simplement les technophiles comme nous. C'est un mouvement d'ensemble. La direction doit comprendre au niveau de l'entreprise quelle est la pertinence et ce que ça peut apporter. Mais pour l'instant, pour moi, l'implémentation de l'IA, c'est un gros échec. Et vous avez les reports de Gartner que je lis souvent. Ah là 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 là. Enfin, comme toute technologie, je sais pas si tu vois, comme toute technologie, il y a des phases. Ok. Il y a des précurseurs. C'est comme Facebook. Au départ, quand j'ai rejoint Facebook, quand j'étais sur Facebook, je pouvais avoir des amis en Australie. Moi, j'ai eu une période de Facebook où, étant dans mon petit village au Cameroun, je causais avec un ami anglais. Un anglais, je causais avec des amis, je me faisais des amis anglais. Aujourd'hui, c'est un peu plus restreint sur Facebook. Tu peux pas. En fait, la technologie évolue, c'est-à-dire que ça prend de plus en plus le monde. C'est clair que ça commence par nous, les technophiles, et ça va évoluer. Je ne comprends pas pourquoi Diran pense que ça va pas évoluer. Enfin, que les gens auront beaucoup de mal à prendre l'IA en main. Je ne comprends pas, d'autant plus que les applications de l'IA se multiplient et de plus en plus sont dans le quotidien. Pour beaucoup de personnes aussi, ils n'arrivent pas à voir, peut-être parce que les gens ne sont pas encore allés en Chine. La Chine, c'est un pays extraordinaire où l'application est dans le vécu des gens. C'est-à-dire que c'est partout,
le scan, le visage, bref, tout ce que tu veux, c'est partout. Même si les gens ne le conçoivent pas. Les gens vont pas le concevoir comme nous. Ils vont pas aller faire du code. Mais ils vont l'utiliser. Ils vont l'utiliser. Et si tu expliques à 20 000 marchands que, voilà, demain il faut payer peut-être parce que on va faire un scan, on va faire du face detection ou quoi que ce soit, bah, tu vas juste lui donner la technologie et le mec, ils vont acheter la technologie parce que c'est ça maintenant qui va peut-être permettre, de peut-être avoir un meilleur SAV parce que la technologie, bref, tout est imaginable. Les applications sont multiples. Et c'est dans ça le truc où les boîtes aujourd'hui qui se positionnent, où les gens qui apprennent toute cette expertise-là vont être les milliardaires ou bien les multimillionnaires ou les plus riches dans un monde de techno-féodalité. C'est-à-dire dans un monde où on a un système techno-féodal. C'est-à-dire ceux qui sont les plus, qui vont s'enrichir le plus, c'est ceux qui possèdent la techno et qui maîtrisent la techno. Donc, je comprends pas l'intérêt de dire que ceux qui sont dehors auront du mal. Je comprends pas pourquoi. Je comprends pas. Pourquoi ils auront du mal, en fait, à utiliser. Puisque on a vu ChatGPT, il n'y avait jamais eu un truc comme ChatGPT avant. Boum. Je crois que c'était. Je comprends pas pourquoi dire que les gens auront du mal. Si tu as un bon usage de la technologie, tu trouves le bon truc, les gens vont utiliser. Donc là, on parle d'environ 900 millions. Je sais pas si vous imaginez, on parle de 1 milliard. Il y a pas 1 milliard de développeurs sur la planète. Enfin, 900 millions, ouais, on est proche de 1 milliard. Ouais, on n'a pas 1 milliard de développeurs sur la planète. C'est des gens lambda qui l'utilisent. On m'aurait dit en 2018 que un étudiant lambda de l'université, je sais pas moi, de Douala ou de Yaoundé ou de Soa, allait utiliser euh, un deep neural network pour faire ses devoirs, pour faire ses recherches et tout, j'allais dire non, j'allais refuser, j'allais pas croire. Mais aujourd'hui, tout le monde utilise ChatGPT. À un moment même donné, les gens qu'on pensait même pas qu'ils allaient utiliser l'IA, ont commencé à avoir des chatbots dans WhatsApp. Donc, WhatsApp, je comprends pas, les gens l'utilisent en fait. Et ça encore, c'est une application qui a bien fonctionné et on va remercier OpenAI d'avoir ouvert la brèche avec le modèle chatbot. Mais qui pouvait croire qu'un chatbot pouvait faire 900 millions d'utilisateurs? C'est pas croyable, n'est-ce pas? Donc, je ne comprends pas pourquoi d'autres trucs ne pourraient pas percer. Il y a pas de sens à ce que d'autres trucs ne percent pas. D'ailleurs, même, ça m'étonnerait plutôt le contraire. Ce qu'il est en train de dire, ça m'étonnerait plutôt que des trucs ne naissent pas ou bien qu'il n'y ait pas de plus en plus des utilités liées à l'IA. Et effectivement, toutes les boîtes veulent faire de l'IA. C'est le comble dans ce qu'il dit. Parce que comme tu disais tout à l'heure, toutes les boîtes disent qu'elles font des l'IA dans les départements. Oui, tout le monde doit faire des l'IA. C'est ça le comble du truc. Parce que la remarque que tu as fait, c'est ce qui doit être. Enfin, ce qui doit être. Mais c'est ce dans quoi on est en train d'aller. Parce que l'une des entreprises où je suis prestataire, ben, du coup, télécharge ces rapports-là, et vraiment, c'est une catastrophe dans les entreprises. Les gens vont toujours dire, oui, ils n'ont pas été assez préparés, mais c'est encore ces mêmes cabinets-là qui ont incité les gens à faire de l'intelligence artificielle, mais sans donner les clés aux gens pour pouvoir réussir. Donc, je dis, et je maintiens, la technologie, c'est bien, le fait d'être augmenté individuellement, c'est bien, mais pensons entreprise, pensons société. IA Anthropique, qui a sorti Claude peut désormais, Claude peut désormais faire une analyse financière. En fait, aujourd'hui, quand je parle d'analyse financière, les gens ont peut-être du mal à comprendre. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, avec ce que Claude peut faire, j'arrive pas à trouver les bons articles. Je suis pas tellement bon dans ça. Mais moi, je suis beaucoup les chaînes YouTube des spécialistes du domaine et je suis plus dans la technicité du truc. Donc, je confierais aujourd'hui, avec ce que j'ai vu de mes yeux de Claude sur cette partie, je lui confierais mon argent bien tweaké avec ce que j'ai envie d'investir, avec ma stratégie
privé par rapport à ma vie de quels sont mes objectifs, je confierais bien ça à une IA aujourd'hui que de le confier à un hedge fund, par exemple. Ok? Que de le confier à une family office, etc. Ou bref, peu importe ce que vous voulez. Parce que je sais que l'IA va analyser de façon logique, surtout Claude, elle n'a pas d'émotion. Ok? Et je peux acheter, je peux revendre, etc. Il peut suivre le cours, bref, il peut faire tout ce que vous voulez. Et comme par défaut, j'ai vu des IA gagner des hommes à des jeux, j'ai vu des IA, à chaque fois que tu mets l'IA dans un domaine avec l'homme, l'IA finit par battre l'homme. Donc ce n'est pas dans l'investissement que l'homme va venir battre l'IA. Je ne capte pas, je ne capte pas ce que Diran dit à ce niveau. Effectivement, les boîtes je sais pas, il parle de boîtes de conseil ou consulting. Sans donner les clés aux gens pour pouvoir réussir. Donc, je dis et je maintiens, la technologie, c'est bien. Le fait d'être augmenté individuellement, c'est bien. Mais pensons entreprise, pensons société, pensons réel. Sortez des bureaux, allez du fil comme nous. C'est un mouvement d'ensemble. La direction doit. Et vous avez les reports de Gartner que je lis souvent parce que l'une des entreprises où je suis prestataire. Oui. Mais c'est encore ces mêmes cabinets-là qui ont incité les gens à faire de l'intelligence artificielle, mais sans donner les clés aux gens pour pouvoir. Bah, en fait, ça c'est justement une réponse à laquelle aujourd'hui, avec ma boîte, j'ai vraiment envie de me positionner là-dessus sur les réflexions par rapport au futur du travail. Euh, C'est-à-dire que les boîtes de consulting aujourd'hui, euh, et une que j'adore, c'est Accenture, une boîte que je porte particulièrement à cœur et j'essaye vraiment de bien suivre ce qu'ils font de très près. En fait, ces boîtes-là ont des milliers et des milliers de consultants à travers le monde. Effectivement, elles, elles ont tendance justement. Alors, ces boîtes-là, justement, n'ont pas forcément, n'ont pas été en avant-première dans ce que l'IA est en train de faire aujourd'hui, parce que l'IA, ça a été voilà, des startups, ça a été OpenAI qui a commencé de façon à but non lucratif, etc. Mais ces boîtes-là aujourd'hui, avec le modèle traditionnel du consulting, plus le temps va passer, plus ces boîtes-là vont comprendre que, enfin, même pas qu'elles comprennent déjà. Donc aujourd'hui, elles essayent de voir comment est-ce qu'on peut intégrer l'IA, comment est-ce qu'on peut faire, etc. Mais en fait, ça reste quand même très flou parce que l'IA, ça évolue vite et il y a une sorte de friction ou bien il y a un pont qui est cassé aujourd'hui entre le consulting, enfin, traditionnel, où on va placer des consultants, on va avoir quelqu'un qui va au boulot, voilà, qui va apporter une expertise à un client, etc., qui va être facturé, on va facturer à la fin du mois en fonction. Bref, tout le modèle traditionnel du consulting aujourd'hui est un peu brisé parce que aujourd'hui, ils doivent anticiper sur comment ils vont faire demain. Parce que si demain, tu te débarrasses, comme on a vu Capgemini tout à l'heure, de 2800 postes, c'est pour les remplacer avec quoi? Est-ce que c'est parce que tu n'arrives plus à avoir des clients? Parce que les clients, plus la machine devient puissante, on a besoin de moins en moins de charges humaines, etc., etc. Bref, il y a plein de réflexions là-dessus. Et c'est un des points sur lesquels, moi, aujourd'hui, j'ai décidé de me positionner avec ma boîte. C'est-à-dire de réfléchir sur comment est-ce que nous, on peut arriver à trouver quelque chose. C'est pour ça que je ne suis pas contre le fait qu'on défende l'humain, fondamentalement. Mais en fait, je suis juste réaliste par rapport à ce qui se passe. Et il faut pouvoir prendre cette réalité-là en compte pour pouvoir bien se positionner dans le futur. Et voilà, sinon on sera à la traîne une fois de plus dans le futur. C'est comme les gars qui ont raté le truc crypto, ou bien qui ont raté chaque fois qu'il y a des vagues. Mais c'est un exemple un peu bizarre. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que ces boîtes traditionnelles-là, aujourd'hui, seront même encore plus obligées d'investir dans l'IA, voire de posséder même peut-être des startups IA qui viennent avec des trucs. Par exemple, comme moi, ça ne m'étonnerait pas que, voilà, si je réussis mon pari, par exemple, de façon vraiment très humble et honnête, qu'une grosse boîte de consulting puisse peut-être m'approcher, peut-être parce qu'elle est intéressée par une solution qu'on est en train de développer. Tout simplement, pourquoi? Parce qu'elle veut gagner en temps. Donc ça ne m'étonnerait pas. Et tu as de plus en plus des boîtes aussi
euh, où ces grosses boîtes de consulting vont avoir des parts. C'est-à-dire, tu as généralement des modèles où des grosses boîtes de consulting vont avoir des petites startups qui développent des trucs à côté, que ce soit en IA, en cybersécurité, etc. Ils ont un peu, c'est des cellules, en fait, qu'elles achètent ou bien qu'elles prennent des parts, etc., etc. Pour ne pas être à la traîne. C'est clair, pour toujours monopoliser leur marché. Donc, c'est une question de compétition. Et à aucun moment, euh, c'est, je comprends pas le fait de dire que sans nous donner les clés, elles-mêmes, elles se posent des questions comment elles vont bien faire les choses par rapport au modèle traditionnel. Comment traverser, comment passer de cette étape à l'autre étape, que tu le veuilles ou non, il va falloir passer. Donc, il faut s'y préparer, ça va pas venir surprendre ces grosses boîtes. Donc, aujourd'hui, c'est ça le comble du sujet. C'est ça le sujet, en fait. réussir. Donc, je dis et je maintiens, la technologie, c'est bien. Le fait d'être augmenté individuellement, c'est bien. Mais pensons entreprise, pensons société, pensons, je vais dire quoi, style de vie, pensons aux réalités du terrain et essayons de voir beaucoup plus loin que simplement le bout de notre écran ou de notre clavier. Donc, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-moi sincèrement si l'IA a vraiment doublé le chiffre d'affaires de votre entreprise, a permis de faire ceci, cela. Parce que je sais que les techs vont toujours trouver des bénéfices à utiliser l'IA parce qu'ils vont plus vite, ça structure des choses pour eux. Mais en tant que chef d'entreprise, en tout cas, posez des questions à la direction. Demandez-leur sincèrement quel est l'apport de cette intelligence artificielle. On a parlé des voitures autonomes et électriques. Où est-ce que nous en sommes? Nous en sommes On verra ça déjà. Là, je pense que très sa vidéo est terminée. petit peu. Ça m'a pris beaucoup de temps pour réagir là-dessus. Effectivement, enfin, voilà, Diran, moi je suis fatigué. J'espère que tu vas peut-être tomber sur ma vidéo. De toute façon, si tu décides de répondre aussi, parce que tu as demandé qu'on réponde, c'est pour ça que je me suis pas empêché de répondre à la vidéo. Mais voilà, c'est intéressant ce genre de sujet. Ça permet à ce qu'on puisse débattre, qu'on puisse partager les idées sur les points de vue. Mais en fait, en gros, pour te dire vrai ou bien pour dire vrai, je trouve absurde euh, le fait de dire que l'intelligence artificielle, c'est une arnaque. Voilà, j'ai terminé les gars. J'espère que vous avez kiffé. J'espère que j'ai pu convaincre ou bien changer certaines idées ou apporter quelques sources, même si c'était pas une vidéo vraiment préparée, hein, c'est vraiment à l'arrache. Mais j'espère que j'ai apporté assez d'arguments, assez de sources, assez de réponses aux affirmations de Diran et que ça va vous permettre peut-être d'y voir clair. Je compte en faire des vidéos comme ça de plus en plus. Si tu ne veux pas rater ce genre de contenu, abonne-toi. Si tu veux travailler avec nous, avec Digital Expertise, le lien du formulaire est dans la description. C'est un petit formulaire que tu vas remplir. Surtout si tu es en Afrique, si tu es un expert dans l'IT, peu importe ton métier, QA, testeur, développeur, back-end, front-end, etc. Peu importe, n'hésite pas à passer par le formulaire et puis tu seras recontacté derrière. À très vite, à très bientôt. Ciao, c'était le Young Dev.